fausse compétition. Moi, je voudrais que, ah, t'as vu, j'ai une position 2, donc je suis en compétition, je suis meilleur qu'eux. Et ça, c'est un vrai problème qui existe dans beaucoup d'entreprises, qui freine énormément. Donc en effet, quand il y a une compétition, ça peut être tout à fait valable. C'est-à-dire qu'en effet, il va y avoir entre deux personnes, à un moment donné, l'envie de développer quelque chose qui soit sur le même niveau. On va laisser en effet se développer les choses, on va laisser avancer. Et puis ensuite, le groupe va choisir en fait quelle est la personne qui a leur avis, et le leader va aider, et qui est la plus habilitée pour pouvoir emmener ce que chacun a envie de faire, ou l'engagement que chacun a envie de faire. Donc en effet, il peut y avoir à certains moments des frustrations, mais ce n'est pas une frustration par rapport à une personne qui a pris une décision, non, finalement, c'est pas toi, mais c'est l'autre. C'est en effet, ça a toujours un sens, puisque ça va être à nouveau un retour qui va être très bienveillant du groupe, qui va dire, ben voilà, nous on pense que toutes tes qualités, c'est celle-là, et que donc on préférerait que tu puisses plutôt te pousser et t'aider à te développer dans ces parties-là. Donc c'est toujours quelque chose qui est très bienveillant. Il y a toujours du retour qui est collectif sur ce que l'on est. Donc du coup, c'est très équilibré par rapport à un retour qui est fait souvent dans les entreprises par rapport à 2 ou 3 managers qui vont donner un avis sur quelqu'un qui passe dans le couloir en courant à longueur de temps avec des dossiers sous le coude et qui vont dire « Ah bah oui, celui-là, il travaille bien, donc on va lui donner un élément de progression complémentaire. » Donc la compétition, elle existe, mais elle est traitée différemment. Et il faut savoir qu'en fait, la bienveillance des gens, elle existe vraiment. On a l'impression que dans un monde, en fait, dans une entreprise classique, que ça paraît un peu bizarre, que c'est pas possible. En réalité, si vous commencez à amener un système comme ça, vous verrez très vite que l'ensemble des gens ne cherchent pas à flinguer l'autre. C'est excessivement rare. Ça arrive, bien entendu. Et là, il y a quelquefois, il y a besoin de médiation, il y a véritablement, ça cogne. Parce que c'est humain, hein, ça cogne de temps en temps, réellement. Moi, j'ai eu des cas où ça tapait. Il fallait vraiment traiter le problème de fond avec 2 personnes qui ne s'entendaient pas, ou 3. Mais c'est quand même excessivement rare par rapport à un système dans lequel on est habitué, de se mouvoir, où chacun cherche à prendre la place de l'autre. Donc l'engagement personnel, c'est excessivement important. On dessine soi-même le périmètre de ses responsabilités. Donc il n'y a pas de responsabilité qui est définie. Ça, c'est ce qui est difficile pour les salariés qui sont nouveaux dans l'entreprise. Ils arrivent dans l'entreprise et au bout de 6 mois, on leur demande, ben voilà, c'est à toi de prendre me dire sur quoi tu veux t'engager. Et on va se mettre d'accord avec le groupe aussi, donc toujours la même chose. Mais souvent, ils peuvent revenir en disant, au bout d'1 an, j'ai toujours pas compris le périmètre de mon job. Et la réponse pour moi était claire, c'est le périmètre, c'est toi qui le définis. Il n'y a pas de limite. Quelle est la limite de ma responsabilité? Il n'y a pas de limite. C'est chacun qui va pouvoir déterminer quelle est la limite de ce qu'il veut faire. Pour les salariés plus anciens, est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas prendre ces responsabilités? C'est souvent un commentaire qui m'est adressé par rapport à ça. Et tout le monde a envie de prendre des responsabilités, de dessiner son périmètre, et n'en est pas forcément compétent. Alors, c'est une question qui revient régulièrement. Alors, moi mon expérience, c'est que je dirais qu'à 90% du temps, l'ensemble de tous les hommes et les femmes ont envie de prendre des responsabilités et d'être autonomes. Ils ont envie. Il faut savoir que dans votre vie privée, quel que soit ce que vous faites dans l'entreprise, même si vous êtes materné à fond dans l'entreprise, vous avez une vie privée, vous avez peut-être un compagnon, vous avez peut-être une femme avec laquelle vous allez construire une vie, vous allez avoir des enfants, vous avez la banque, vous allez avoir à construire une maison, vous allez vous emprunter sur 20 ans. Ça, c'est de l'engagement qui est du long terme, c'est l'engagement vis-à-vis de professionnels. Alors pourquoi dans l'entreprise on ne pourrait plus? Qu'est-ce qui se passe? En réalité, oui, une petite partie n'arrive pas. J'ai eu des incidents, c'est des incidents que je trouvais de temps en temps dans les embauches. Et au bout d'un moment, en effet, on ne peut pas forcément se rendre compte que c'est l'éducation en fait, des hommes et des femmes qui fait qu'à un moment donné, ils n'arrivent pas à en sortir de ça. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement habitués à un système dès l'école où on les a pris avec « je suis prof, je suis sachant, et toi tu te tais et tu fais ce que je te dis, et surtout tu restes assis et tu ne bouges pas, et tes idées sont tes idées, mais je m'en fous. Moi, je sais que c'est ce que tu dois apprendre, et c'est moi qui ai raison. » Alors, c'est sûr que quand ils sont là-dedans, c'est excessivement difficile de s'en sortir. Donc, dans les pays latins, j'en ai rencontré un peu, moins dans les pays anglo-saxons. Hein. Mais l'éducation des pays latins, quelquefois, casse, en fait, les personnalités. Donc, les personnalités sont là, elles existent, mais quelquefois, ça les casse. Et donc, du coup, on n'arrive pas à revenir. Et à ce moment-là, en effet, on est dans une situation
on ne peut pas en fait, garder une personne qui ne pourra pas être autonome. C'est pas qu'elle n'est pas bonne, et donc on va tout faire pour l'aider à trouver à l'extérieur, mais dans une entreprise qui va lui permettre de s'organiser de façon de se sentir confortable en termes personnels avec un système très cadré. Donc il ne faut pas avoir peur du fait que en fait, ça ne marche pas pour tout le monde, qu'en effet il y a des cas, tout ça c'est la société humaine, mais les sociétés dans lesquelles on est hiérarchique sont terribles aussi pour les gens qui sont, alors par contre, qui sont créatifs et qui sont différents. Alors là, ça éjecte dans tous les sens, donc il ne faut pas renverser le problème. Là, hein. Mais en effet, oui, pour les gens qui ne sont pas capables en effet de s'emmener eux-mêmes, il y a au bout d'un moment, il y a une difficulté. Oui, par rapport à l'engagement personnel, peut-être à tort, oui. L'envie de faire un parallèle avec des objectifs individuels, peut-être un peu différents. Et du coup, comment ça se passe par rapport aux contributions collectives quasi permanentes, demande d'avis, soutien? Comment ça c'est reconnu et valorisé dans la façon dont la personne réussit son engagement personnel. Alors, en effet, vous avez, je vais essayer d'organiser ça, mais vous avez une première chose qui est votre engagement personnel, qui est ce qu'on appelle l'engagement principal, hein, le main commitment, le anglais à longueur de temps, mais c'est vraiment l'engagement sur lequel vous êtes. C'est-à-dire à quel point vous contribuez, quelle est la contribution directe que vous amenez à la société. Et là, souvent, alors pour un vendeur, c'est super facile, c'est en effet, vous vendez à des clients, donc vous amenez du business, ça développe, vous avez du chiffre d'affaires, etc. Pour un financier, c'est en effet la capacité à pouvoir dégager du profit, dégager du cash, etc., etc. Donc il y a vraiment des vraies choses, mais que vous faites vous-même. C'est directement impliqué là-dedans. Il y a extrêmement peu de jobs qui sont des jobs purement de coordination. La coordination, un leader, un sponsor sur lequel on va passer, etc., sont des jobs qui sont faits en complément de mon main commitment. Par exemple, chez Gore France, celui qui est aujourd'hui donc le directeur de la SARL, puisqu'il est une fois sur le plan légal, a été donc élu de la même manière, et il fait ça, il est dans la division électronique, donc il s'occupe de la division électronique France, il s'occupe d'un ou deux clients, et en plus, il est directeur gérant. Donc il fait ça en complément. Mais c'est ce qu'on appelle, dans le jargon toujours, un side commitment, un engagement complémentaire. Mais ce n'est pas principal. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on est jugé sur la contribution de l'entreprise directe. Deuxième chose, évidemment, tout le monde sait ce que vous faites parce que c'est très ouvert. Hein, donc on sait exactement ce que chacun s'est engagé à faire. C'est facile à trouver, puisque une fois qu'on a pris un engagement personnel, c'est un engagement qui va devenir un engagement écrit. On va écrire soi-même et que l'on va partager. Évidemment, il y a la partie de ce qu'on appellerait les side commitments, c'est les commitments complémentaires, et à ce moment-là, il va y avoir une partie additive dans la façon dont votre contribution va être évaluée, dans le fait que vous amenez à la collectivité des éléments très positifs, du type son équipe est super performante, son équipe est vraiment pleine de bonheur, ça marche bien, et à ce moment-là, on a évidemment des éléments très positifs qui reviennent sur la contribution. Parce que c'est votre capacité à emmener qui font que ceux qui travaillent avec vous sont bien et que ça marche bien. Donc on a une contribution complémentaire à l'entreprise. Et puis après, il peut y avoir en effet des contributions complémentaires temporaires de je commence un projet, je le démarre et puis après je le laisse à quelqu'un d'autre. Hein, ou j'ai créé quelque chose, j'ai créé la créativité d'un nouveau produit et qui va être pris en compte dans la contribution également. Donc tout ça est un système qui est bien organisé, c'est pas que du collectif, c'est pas que de l'individuel, mais là il faudrait une journée entière, c'est tout le système de comment est-ce qu'on arrive à avancer sur, ou de bien juger la contribution de chacun, comment ça fonctionne dans un système comme ça, et ensuite comment en effet la rémunération vient autour de ça. Mais c'est quasiment un sujet à part entière, mais ça fonctionne bien. Oui, et sur l'innovation, la R&D, il y a toujours des chercheurs qui sont clairement identifiés. Oui. Mais quand les gens ont des idées par rapport aussi au temps qu'ils veulent y consacrer, comment ça s'organise s'ils ont un projet qui demande d'être à plusieurs, peut-être pour enrichir la réflexion, et en même temps prendre, je sais pas, plusieurs journées par mois pour vraiment creuser.
Ouais. Comment ça se passe? Ouais, comment ça se passe, comment c'est admis sur le plan pratique, déjà, l'entreprise considère qu'elle doit laisser, chacun des salariés peut prendre ou pas prendre, s'il le peut, mais il a la capacité à prendre 10% de son temps pour tout ce qui est en effet des idées qu'il a et qu'il a envie de développer. Donc 10%, ça peut être des recherches enquête marché, ça peut être des discussions avec certains clients, ça peut être en effet discuter avec des ingénieurs pour savoir en effet si on peut développer tel type de produits chimiques. Donc il y a ces 10% qui sont de toute façon quelque chose qui sont clairement identifiés comme faisant partie de la culture de l'entreprise, créativité. La deuxième chose, c'est quand on a une idée et qu'on a envie de la développer et qu'on commence à construire pour soi-même, on est toujours pour savoir, ok, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? On commence à prendre nos 10%, savoir est-ce que ça a un sens par rapport à l'extérieur, est-ce que ça a un sens par rapport à l'intérieur. Et la première chose que l'on fait, une fois que ça commence à être un peu construit, c'est qu'on revient vers son leader. On dit, voilà, c'est l'idée que j'ai par rapport à la division. Ça peut être dans la division ou en dehors de la division, d'ailleurs, ça peut être dans un autre secteur. Et le leader va vous donner du feedback, on va dire, bah oui, c'est une bonne idée. Écoute, voilà ce que tu peux peut-être faire, c'est prendre contact avec telle personne, parce qu'il a un réseau, lui aussi. Il va vous aider à prendre contact avec ceux qui vont permettre de donner à nouveau du feedback sur votre business, sur l'idée que vous avez. Après, quand ça se construit, au fur et à mesure, donc je prends bien le sens positif, ça se développe, à ce moment-là, vous êtes seul, en effet, vous allez pouvoir demander du temps au leader en disant, bah, écoute, en effet, ça se développe vraiment, il y a vraiment un business, il faudrait que j'ai du temps. Dans les 3 mois, il faut que je trouve une organisation. On revient vers le groupe, voilà ce que va faire Martin, voilà ce qu'il a envie de faire, voilà ce qu'il est en train de faire, voilà où on va. Est-ce que vous êtes OK pour pouvoir prendre une partie de ces engagements pour pouvoir traiter ça? On est toujours dans l'idée qu'il y a du collectif. On est bien dans l'idée que collectivement c'est intéressant, ça a un sens par rapport à l'entreprise. Donc en effet, c'est possible, c'est pas possible. Si c'est pas possible, on trouve quelqu'un à l'extérieur du groupe pour pouvoir aider à un moment donné. Donc il y a beaucoup de bienveillance aussi, beaucoup de souplesse, beaucoup de flexibilité. Après, quand on a monté ça, on peut avoir besoin en effet de se mettre à plein temps et commencer à trouver des compétences hors. Donc là, en effet, on va chercher à nouveau, avec le système que vous avez montré tout à l'heure, des compétences qui sont intéressantes et pour parler avec ceux qui pourraient les aider. Est-ce que ça t'intéresse? On vend un peu son projet aussi, pour pouvoir créer ce groupe. Une fois que ça s'est avancé, il y a un comité de projet qui se met en place. Ça s'était mis en place il y a peut-être 15 ans ou 20 ans. Parce qu'il y a un moment donné où ça partait dans tous les sens. Chacun avait son projet, ça partait dans tous les sens. Il y avait peut-être petits groupes de projets dans tous les sens. Donc il a fallu organiser ça. Donc c'est organisé avec un groupe qui s'appelle Real Winworth. Donc c'est réellement un groupe qui va être composé de un commercial, un marketing, ingénieur, donc différents types de savoir-faire, et de 5-6 personnes, et qui va aider celui qui emmène le projet à l'amener à maturité, l'amener dans un sens réel, et pouvoir évaluer réellement si on gagne quelque chose, qu'est-ce qu'on gagne, quels sont les risques, etc., etc., comment on avance, quelle est la prochaine étape, etc., etc. Donc on est en face de ce groupe qui aide et qui donne beaucoup de feedback. Ensuite, une fois qu'en effet ce groupe a fini par dire, je peux toujours dans le sens positif, ça s'est bien développé, on arrive à ce moment-là à la maturité, le projet est prêt, il est dans les tubes, et maintenant il faut passer à la partie plus industrielle et commercialisation. Alors là, le groupe va vraiment s'organiser, du coup un petit groupe va s'organiser autour de business. Il devient un groupe projet business. Et là, on va commencer à chercher des clients, on va commencer, l'ingénieur va mettre en place la production pour pouvoir produire ce produit spécifique, pour développer peut-être des nouveaux process, etc., etc. Et ensuite pour que ça devienne un business qui est un business valable. J'ai en tête beaucoup d'exemples. Il y a énormément de projets qui sont faits moi quand j'étais là, avec du fil dentaire par exemple qui a été créé comme ça. Au départ, on dit absolument, le Gord n'est absolument pas producteur de fil dentaire dans ce domaine-là. Donc en effet, ça a été créé, ça a été un succès énorme. Et d'ailleurs, cette branche a fini par être vendue à Procter & Gamble avec un profit extrêmement important, après 15 ans de fonctionnement chez Gord. Pareil pour les cordes de guitare. Les cordes de guitare s'appellent des Elixir, voilà, qui sont super connus des musiciens. C'est fabuleux et ça a été créé par un type qui travaillait au médical. Donc rien à voir. Mais ça s'est créé comme ça, voilà, avec ce mode de fonctionnement. Pareil pour les vêtements de vélo. Les vêtements de vélo, ça a été fait par un avocat au départ qui adorait le vélo, un avocat à l'intérieur de l'entreprise. Et on lui a laissé la capacité à pouvoir développer ça. Et c'est aujourd'hui un business qui fait 100 millions d'euros et
qui est extrêmement profitable et qui devient un business multinational, enfin, international. Il y a plein d'exemples comme ça, de gens qui viennent d'horizons différents et qui ont amené à un moment donné des idées à qui on a laissé la capacité à pouvoir le développer. Mais en effet, c'est quand même très construit. N'oubliez pas qu'à chaque fois, quand je vous en parle, c'est bien entendu, derrière, il y a quand même, c'est très structuré. C'est libre, mais c'est bien structuré. Simplement, c'est collectivement structuré. Question, oui. Oui, dans une entreprise de grande taille quand même comme Gore, Ouais. Quel sens est-ce qu'on peut donner à l'idée de mobilité interne, s'il y a encore un sens à la notion de mobilité interne? Et après, la question qui est accrochée à ça, c'est est-ce qu'il y a une fonction RH et à quoi elle sert? Il y a une fonction RH qui est importante. Alors chez Gore, il y a beaucoup d'entreprises libérées qui fonctionnent quasiment sans RH ou très peu. Il y a toute la partie strictement légale qui faut que ça soit traité. Donc ça, c'est évidemment technique. Mais il y a toute la partie aussi, énormément de support à travers ce que vous avez vu là. Tout ce dont je parle là sont des choses que moi je sais, que j'ai appris, dans lesquelles j'ai vécu. Mais évidemment, ceux qui arrivent et ceux qui ont peut-être 2 ans ou 3 ans ont besoin aussi d'être mis à l'aise avec ce système-là. Donc il y a énormément de propositions de formation autour de ça. Les formations sont souvent d'ailleurs des anciens qui vont pouvoir échanger avec les nouveaux. Et il y a 2 ou 3 jours pendant lesquels on ne passe que du temps que là-dessus. C'est comment je suis dans cette culture, comment je fonctionne, est-ce que je suis bien avec la vision, etc. etc. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels les RH ont énormément d'importance. Les RH ont énormément d'importance aussi dans tout le process d'évaluation de la contribution. Énormément. Évaluation de la contribution, formation, beaucoup, en dehors même de ce dont je vous parle, la formation extérieure, intérieure, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on connaît la personnalité, besoin d'acquérir des compétences, vous pourrez comprendre que les compétences peuvent être très diverses. Et à un moment donné, si jamais il faut de la compétence dans quelque chose, ça a un sens par rapport au business, ça a un sens par rapport au talent et par rapport à ce que veut faire l'associé, bien entendu, il faut rentrer là-dedans. Donc c'est ce qu'on appelle le plan personnel de développement. Beaucoup de boîtes qui sont créées par chacun. Et là, les RH ont beaucoup d'importance. Ils sont énormément dans l'idée, ils ne sont pas proches de la direction, c'est pas ça du tout, c'est un système plus classique. Ils sont beaucoup plus dans le support du business. Ils sont au service du business. Donc on essaie de les faire participer à beaucoup de meetings, qu'ils puissent se rendre compte de quels sont les besoins, quelles sont les difficultés. Et également quand moi j'avais des difficultés en effet de fortes contradictions entre associés ou difficultés relationnelles à un moment donné entre groupes, alors je demandais aussi au RH de m'aider, parce qu'ils avaient beaucoup de process pour m'aider. Donc en effet, ils avaient beaucoup de systèmes de médiation, système de coaching, parce que à ce moment-là, on a quelques coachs qui sont en interne. Il y a beaucoup de systèmes qui permettent d'aider. Donc, ils sont vraiment dans ce domaine-là. Et moi, je trouve que ça, pour tous ceux qui sont RH ici, ça a énormément de sens par rapport au fait qu'on demande au RH généralement beaucoup de choses qui sont de faire des plans de restructuration et que les plans de restructuration soient légaux et que la partie légale prend un temps absolument monumental. Là, on est vraiment dans l'idée de ce que moi, je considérais comme le développement humain, reprendre cette position de développement humain, être au service de l'humain, être au service de pouvoir faire avancer chacun des associés. C'est important. Et c'est exactement comme la finance. La finance n'est pas celui qui emmène l'entreprise, contrairement à beaucoup d'entreprises, elle est au service d'eux, c'est une banque. Tous ces petits groupes et tous ces BU ont besoin évidemment de financement, de cash. Donc c'est vraiment le système central, il y a un système central, mais qui est un système de banque en fait interne. Et les finances n'ont pas à donner en disant tu peux pas parce qu'il y a, il n'y a pas. Ce n'est pas eux qui en décident. Eux, ils sont là pour que ça se tienne bien, pour que ça soit au service d'eux, à nouveau, que je vous donne le maximum de capacité financière pour pouvoir faire ce qu'il faut faire pour le business. Donc on inverse toujours les choses. Voilà, pour l'honnêteté, j'en ai parlé. Si vous en avez parlé, vraiment le plaisir au travail, la force individuelle des petits groupes. C'était vraiment l'idée de Bill Gore aussi. Donc la confiance, je vous ai beaucoup parlé de ça, donc je vais passer très vite. C'est simplement ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le besoin personnel, on rentre toujours par ça. Les compétences, les besoins marchés. Et avant tout, la confiance et investir sur chaque personne. Donc, quand vous parliez de formation, tout à l'heure vous parliez de formation, c'est investir. Si on investit sur les gens, ils sentent que vous avez confiance, que c'est important pour l'entreprise, et donc il y a un retour très fort de la part de chacun. Le sponsoring, là je vais juste un petit peu plus insister. Le sponsoring, donc c'est le parrainage. Donc il y a ce qu'on appelle un starting sponsor au départ, qui vous prend en main au départ quand vous êtes dans l'entreprise pour vous faire connaître l'entreprise pendant 6 mois ou 1 an.
Et ensuite, vous faites le choix de votre propre sponsor, qui ne doit pas être votre leader, qui ne doit pas être dans votre business. C'est quelqu'un qui doit être en dehors de votre business. Son rôle, c'est vous accompagner personnellement. Ce n'est pas un coach, mais ça pourrait être quelqu'un ça pourrait être un peu ressemblant à ça. Il n'y a pas de formation de coach, mais c'est un système qui va permettre à chaque personnalité de s'ouvrir au maximum et de pouvoir se réaliser au maximum. Donc le rôle du sponsor, développer le développement personnel de chaque associé. En dehors du business, c'est super important. Moi j'ai essayé de faire à la fois donc, leader et sponsor et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a un moment donné où ça se rentre dedans. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, en tant que leader, si j'ai des gens qui fonctionnent super bien, je suis super content de ce qui se passe du point de vue business et ils me disent j'ai envie de changer. L'année prochaine plutôt, hein, c'est bien ce que tu fais, on en voit plein de positifs, c'est super, mais en réalité on ne répond pas. Donc le sponsor lui va répondre parce qu'il n'est pas là-dedans. Il va répondre aux besoins personnels. Recherche du point de compétence maximum du filleul, c'est-à-dire en effet, c'est la partie où j'essaie de comprendre quels sont les talents, je travaille sur les talents, je travaille sur les forces, et je m'appuie sur les forces, et je n'essaie pas de lui dire attention, tu es faible là-dedans, il faut que tu travailles là-dessus. Non, tu es fort là-dedans, donc on va travailler là-dessus. Ce qui est très français, c'est tu n'es pas bon en maths, il faut apprendre des cours. Oui, mais je suis super bon en philo, en français. Je suis juste con, il faut mieux appuyer là-dessus. Enfin, il y a plein de trucs qui sont complètement du bon sens, hein. C'est juste que quelquefois on l'oublie. Alors le sponsor, c'est vraiment un rôle important, c'est un rôle qui est j'ai parlé tout à l'heure d'engagement parallèle, hein. Ce n'est pas un engagement principal, il n'y a pas de chef sponsor, hein, qui est sponsor de plein de gens. Vous choisissez vos sponsors, certains ont beaucoup choisi. Généralement, disons qu'au-delà de 8 sponsors, c'est compliqué à suivre, hein, parce qu'on a quand même nos propres engagements de business, donc il faut quand même arriver à gérer tout. Donc généralement, c'est 5 qui est bien, on a 5 sponsis, pardon, 5 sponsis, je me suis trompé. Vous avez un sponsor, vous le choisissez vous-même, et chacun doit avoir de toute façon un sponsor. On ne peut pas fonctionner dans l'entreprise sans qu'il y ait un sponsor, mais vous le choisissez. Tout le monde a un sponsor, quel que soit. Même au bout le de CEO aussi. on a Thierry Kelly a un sponsor aussi, tous. Tout le monde a un sponsor. C'est vraiment le système. C'est un rôle très important d'accompagnement. On apprend à le jouer? Alors, oui, il y a une formation, bien entendu, parce qu'en effet, la formation est beaucoup autour d'écoute, savoir rephraser, retranscrire, bien, en fait, le côté humain. On vous donne beaucoup de capacités humaines à pouvoir aider l'autre, parce qu'on est quand même énormément là-dedans. Donc, en effet, il y a une formation. Mais après, c'est l'expérience aussi. Et puis surtout, ce qui joue énormément, c'est la confiance entre les deux. Vous choisissez votre sponsor et il vous accepte. Parce qu'il peut vous refuser, hein, pour différentes raisons. Il y en a trop, je ne sais pas, il ne le sent pas, hein, ou c'est trop loin de lui, il n'a pas assez de temps. Donc il y a tas de raisons pour lesquelles ça peut ne pas se faire, mais vous avez le droit dans les deux sens. Hein. On choisit, on peut dire oui ou non dans les deux sens. Et c'est vraiment soi qui choisissons son sponsor. On peut en changer? On peut en changer, alors on peut en changer, mais ce n'est pas tous les 6 mois. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, un sponsor, c'est quand même quelque chose d'important. Vous construisez une relation de confiance avec elle ou avec lui. Donc en effet, c'est pas pour, c'est généralement 3 ans, 5 ans, ou plus. Après, le business change, ou le sponsor change de lieu, de type d'engagement lui-même. Donc vous êtes moins en relation avec, donc vous allez chercher quelqu'un d'autre. Et vous changez de sponsor. Mais pas se retrouver que tous les 6 mois on change de sponsor parce qu'il ne va pas parce qu'il a oublié quelque chose qui ne me plaisait pas. Ça ne marcherait pas. Le leader, donc je reviens là-dessus, mais je pense que ça c'est des choses que vous avez vues beaucoup par ailleurs. Donc le leader il emmène, il n'y a pas de manager. Le leader il est élu. Et le leader il est vraiment dans le pourquoi, il n'est plus dans le comment. Il explique où on va, il explique pourquoi on y va, mais il laisse totalement ses associés fonctionner dans l'organisation du comment, hein, l'objectif, les stratégies, etc. Il développe les affaires, donc il n'est pas, vous voyez, c'est bien la différence avec le sponsor. Hein. L'un développe les personnes, lui développe les affaires. Évidemment, il fait très attention aux personnes, hein. Il est bien confiance et écoute, mais ce n'est pas son rôle de développer la personnalité de chacun. Par contre, il est impliqué à chaque fois que le sponsor a parlé pour développer quelqu'un, pour développer un associé. Alors, il parle avec le leader en disant, voilà, Martin, il souhaite se développer dans tel domaine. Est-ce que ça a un sens par rapport à ton business? Première chose. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Parce que ça peut avoir un sens par rapport à d'autres business qui existent. Et peut-être qu'à ce moment-là, il faudra changer de division.
En effet, ça fait partie de la flexibilité dont on parlait tout à l'heure, changer de division. On guide par exemple. C'est parce qu'un leader a des suiveurs qu'il devient leader. Mais on ne devient pas leader en disant c'est mon titre. Vas-y, je veux être leader. C'est parce qu'il y a des gens qui disent ok, nous on veut te suivre et on pense que tu es une bonne personne pour nous coordonner que vous devenez leader. Donc c'est pour ça qu'on parle de leader naturel. C'est pas parce qu'il est plus vert. Mais c'est bien parce que naturellement, ceux qui travaillent avec lui considèrent que c'est le ou elle qui est la meilleure personne pour emmener le groupe. Donc ça, on va arriver à la fin. Ça peut changer peut-être ? Alors, le leader change, oui, bien entendu, il y a plusieurs choses. Le leader peut changer, c'est-à-dire que vous pouvez être leader pendant une période de temps sur un projet et puis ensuite faire autre chose. Parce que, en effet, c'est arrivé à maturité ou que le groupe s'organise autrement. Par exemple, quand je vais parler du fait qu'il y avait des leaders locaux, moi j'étais leader local et qu'après c'est devenu européen. Donc moi j'ai eu à un moment donné une catégorie de produits où j'étais leader européen. Vous voyez, ça a changé. Et après, je suis revenu à un travail plus individuel. Donc c'est très souple. Comme ce n'est pas un titre, on est très à l'aise, on est très relax pour pouvoir changer. Finalement, vous êtes leader à un moment donné, vous ne l'êtes plus après, ça ne change rien à votre vie, fondamentalement. Simplement, votre engagement personnel va être un peu différent. Hein? Oui. Quel pouvoir de décision il a, le leader, exactement? Est-ce qu'il prend des décisions? Il prend des décisions, mais toujours avec le même système, c'est-à-dire qu'il prend beaucoup de feedback. Alors, c'est généralement de son groupe, généralement. Il peut élargir si jamais c'est une décision qui lui paraît avoir un sens, un impact important pour d'autres divisions ou d'autres groupes. Et ensuite, il reçoit tous ces feedbacks et avec ces feedbacks, il va prendre sa décision. C'est toujours le même principe. Donc le leader va vraiment prendre des décisions. C'est jamais un truc où c'est collectif en disant bah, le groupe a décidé d'eux. Non, c'est à un moment donné, c'est bien quelqu'un qui décide. Et on sait qui a décidé et on sait pourquoi il a décidé. Simplement, c'est la façon dont il a reçu les éléments pour prendre sa décision qui sont différentes d'une entreprise classique où là, c'est plus bah oui, moi je pense que c'est bien et puis j'ai vu que et hop, on prend sa décision. Le leader peut être, donc on peut être leader dans un domaine important aussi. On peut être leader dans un groupe et par ailleurs, vous pouvez être suiveur dans deux groupes. C'est-à-dire que moi j'étais leader par exemple sur le groupe France et par ailleurs en Europe, j'étais suiveur sur 2 ou 3 groupes. Donc ça met très à l'aise aussi ça. Vous êtes dans des positions différentes. À un moment vous êtes en position plus de... Vous vous faites emmener hein, et vous suivez, vous engagez par rapport à ce groupe qui vous emmène et à un moment vous emmenez le groupe parce qu'il a considéré que vous êtes la bonne personne pour les emmener. Donc ça aussi, ça met très à l'aise. Ça permet d'avoir une vision, on parlait d'ego tout à l'heure, je crois rapidement, ça permet de mettre les choses beaucoup plus à plat, beaucoup plus relax, même si évidemment c'est important d'avoir de l'ego parce qu'on est construit quand même dessus, mais ça ne devient pas un ego qui est destructif. Et les salaires, ça se passe comment alors? Vous voulez vraiment savoir ce qu'il nous a dit, il y en a pour la journée. Ouais, oui, non, je sais, mais j'ai entendu, mais il y a quand même quelques règles, quelques éléments que vous pouvez dire. Combien de temps? 3 minutes, donc je crains qu'en 3 minutes... On comprenne le principe. En fait, c'est appuyé sur un système de feedback aussi, par groupe de profils de travail. Tous les commerciaux européens, 25 personnes, vont recevoir une liste de 25 et vont donner en fait un ordre de ce qu'ils considèrent comme la meilleure contribution. Okay. Quels sont ceux qui contribuent et à quel point jusqu'à de 1 à 25 pour tous ceux que je connais, avec des commentaires. Après, vous allez avoir d'autres personnes qui vont venir aussi donner un avis, qui ne sont pas dans la liste, qui vont donner un avis, tous ceux qui travaillent régulièrement avec ce groupe de commerciaux. Les ingénieurs, les finances, le marketing, etc. Le support administratif de la vente, ils vont donner un avis. Ils ne sont pas dans la liste. Ça fait 35 personnes qui donnent un avis sur 25, à peu près. Après, ça donne un rang avec de 1 à 25, qui est du collectif, du coup, avec des commentaires. Et à partir de là, le principe est d'essayer de faire coller... Donc c'est la contribution directe. Et voilà. Il y a quand même un groupe de contribution qui regarde si tout est juste, s'il n'y a pas eu justement de malentente entre deux personnes, donc du coup il y a des vengeances en disant oui, lui il est 20e parce que... Après on prend des groupes, c'est pas grave que c'est premier ou 5e, c'est 1 à 5, 5 à 10, etc., les top contributeurs, etc. Et quand dans les listes, les personnes restent stables pendant 3 ou 4 ans dans une position de 1 à 5,
on essayait de faire coller au maximum le niveau de salaire à leur niveau de contribution. Donc c'est pas l'âge, c'est pas le titre, c'est pas le machin, c'est simplement la contribution. Et c'est la contribution qui est reconnue collectivement. Et généralement, c'est extrêmement bienveillant et extrêmement équilibré. C'est incroyable. Moi, j'ai jamais eu un moment où je me suis dit, c'est pas juste. Et j'ai eu très peu de gens qui venaient vers moi en disant, c'est pas juste. Quelques personnes peuvent avoir un problème, on y fait attention quand on est dans les comités de contribution. C'est des gens qui sont peu visibles, qui ont du mal à se mettre en avant. Donc en effet, il faut savoir parler de ce qu'on fait. Parce que sinon, si on ne sait pas ce que vous faites, alors on n'a aucune notion de la contribution. Donc au mieux, vous êtes jamais dans la liste. Mais c'est un problème. Donc en effet, on aide à ce moment-là la personne en disant, tu vas parler de ce que tu fais. Là, maintenant, cette réunion, tu vas parler de ce que tu fais. C'est 2 ou 3 réunions. Tu vas en effet faire régulièrement passer des informations sur ce qui se passe. Donc remettre en avant, c'est quand même énormément basé sur la communication. Donc c'est pas politique, mais c'est parler de ce qu'on fait. La contribution qu'on apporte à l'entreprise. Ça, c'est important. Donc voilà le principe de base, mais en effet, c'est très complet. Après, il y a plein de systèmes qui viennent étayer ça. Mais à l'embauche, il y a une grille de base. Bien entendu. Alors, l'entreprise s'appuie sur Watson & Wyatt, qui est une recherche ça pourrait être une autre, internationale. Donc, par pays, ça vous donne en effet un ordre d'idée par type de profil, quel est le minimum, le maximum, le mot s'applique, et donc en effet, quel est le salaire que vous devez offrir pour être compétitif sur le marché à tel type de profil. Bien entendu, l'entreprise est entièrement organisée autour de ça. D'ailleurs, dans les salaires aussi. C'est entièrement fait autour de Watson & Wyatt. On sait qu'en France, un commercial international, ça vaut entre 30 000 et 100 000. Ça ne veut pas dire pour ça que ce n'est pas dépassé. C'est qu'il peut y avoir des raisons qu'on dépasse. Mais sur le fond, on se tient autour de ça pour être compétitif. Que l'entreprise soit attirante pour tout le monde. La gestion du temps. Vous avez mentionné qu'au départ, vous avez eu beaucoup de réunions et vous aviez oui. Comment on procède à ça? Moi, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai eu beaucoup d'acquérir de la compétence. Pour arriver à manière, j'ai eu quelquefois du mal, même vous voyez, quand je fais mes conférences, j'ai du mal à me tenir longtemps. J'ai toujours eu du mal avec ça. Mais en effet, ça s'apprend. Ça s'apprend parce qu'en effet, on a tendance quelquefois à faire trop de réunions, c'est-à-dire qu'à être, c'est la réunionnite aiguë. Il y a une crise, c'est une histoire toujours qu'on raconte chez Gore, il y a un bateau et vous êtes dans un bateau, le bateau coule et vous vous retrouvez sur une île déserte. La première chose que font les gens de chez Gore, c'est qu'ils construisent une table, pas une cabane, et ils se mettent autour et ils discutent. Ça donne un ordre d'idée. C'est-à-dire qu'en effet, cette collectivité, cette façon de prendre les décisions, cette façon de recevoir du feedback fait qu'il faut vraiment être très attentif à ça. On peut passer des heures. Et vous, du coup, vous avez des critères de priorité? Comment ça marche? Sans parler de votre organisation à vous personnelle, mais dans cette entreprise, c'est quoi les guidelines par rapport à cette réunionnite potentielle élue? Avant tout, après, l'entreprise, elle va pas donner d'avis sur la manière dont chacun organise et à quel point vous mettez en place des réunions. Elle va simplement avoir plus une vision de est-ce que vous atteignez l'objectif. Si à travers des milliers de réunions, vous obtenez un objectif fabuleux, là, une fois de plus, c'est toujours très flexible. Il n'y a pas de règle en disant c'est interdit de faire des réunions ou pas plus de 10 réunions dans l'année. Si jamais c'est 100 qu'il faut, c'est 100. Mais en effet, il faut. Et les groupes c'est super intéressant, parce que les groupes sont quand même, retournent énormément. C'est-à-dire qu'ils disent, attends, là j'en ai marre, on fait trop de réunions, j'en peux plus. En fait, c'est très honnête. Une par mois, c'est suffisant, pas une par semaine. Lâche-nous. Donc c'est super clair. Avec les reporting, il y a très peu de reporting, mais jamais il y a des reporting, mais il y en a trop. Donc c'est dit directement, c'est très direct. Toujours. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des personnes, à la limite en burn-out, mais quasi volontaires? Parce qu'on parle beaucoup du burn-out dans les entreprises, sous la pression, etc. Mais là, les gens se mettent la pression par plaisir, en fait. Alors, en effet, c'était un des points aussi, donc la réunion, c'est un des points aussi auxquels l'entreprise fait très attention. C'est le côté, bon, moi j'en ai vu, on a fait plusieurs dans le passé, de burn-out, de gens qui sont tellement engagés, c'est leur propre business, c'est leur propre engagement, et donc ils se sentent tellement responsables, en effet, qu'ils ne savent plus s'arrêter. Et là, ça c'est la ligne, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. D'abord, c'est le sponsor et le leader qui doivent être très attentifs à ça, et savoir qu'en effet, des premiers signes,
c'est savoir tout de suite parler avec l'associé et éventuellement lui demander de prendre 2 mois de congé en disant tu sors, on ne veut plus te voir, ou alors il faut qu'on diminue les engagements, mais il faut qu'on parle ensemble parce que ça ne va pas aller. Et puis il y a aussi un système qui a été mis en place dans l'entreprise, partout dans les différents pays. C'est un système de ligne, comment on appelle ça, ligne rouge, qui permet en fait d'avoir accès à des professionnels de l'écoute, psychologues, en dehors de l'entreprise, de manière à pouvoir discuter de choses dont on a envie de discuter et qui ne soient pas forcément dans l'entreprise. Donc ça c'est mis en place par l'entreprise elle-même pour éviter ces choses qui peuvent être soit restées intérieures et qui n'arrivent pas à s'exprimer, même dans des boîtes comme ça. Alors qu'a priori c'est quand même assez simple, mais voilà, il faut y faire attention. Il y a des cas où c'est difficile. Donc en effet, il y a ça qui est mis en place et sur lequel il y a régulièrement, on sait qu'il y a 200 appels ou 100 appels par mois d'associés qui posent des questions totalement diverses. Généralement, c'est souvent assez personnel, puisque c'est la difficulté qu'il peut y avoir à gérer ce côté personnel et professionnel.